En cette fin de XXe siècle a souvent été évoqué un éventuel retour du religieux dans les comportements politiques. Or, pour certains pays, le religieux ne s'est jamais absenté du débat, car religion et nation y sont proches, voire mêlées. Alors c'est vrai pour certains musulmans, mais c'est vrai aussi pour certains pays orthodoxes. Reprenons cette carte des religions en Europe. Elle est simplifiée, bien entendu, mais elle permet de repérer les pays musulmans, les pays chrétiens, ceux à majorité protestante, ceux à majorité catholique, et plus à l'est, ceux à majorité orthodoxe, c'est-à-dire la Serbie-Monténégro, la Macédoine, la Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Biélorussie, Géorgie et surtout la Russie. Alors, rappelons déjà que, contrairement aux catholiques, presque chaque église orthodoxe est autocéphale, c'est-à-dire nationale, chacune étant dotée d'un patriarcat. On trouve donc plus facilement un lien entre religion, identité et nation. Et puis, il faut attirer l'attention sur deux phénomènes historiques fondamentaux pour comprendre la psychologie de ces peuples. Les orthodoxes vont avoir la sensation d'être en rivalité quasi constante avec le catholicisme et vont se trouver confrontés, dès le XIVe siècle, face à une autre menace à la fois religieuse, coloniale et militaire, l'impérialisme ottoman. Deux exemples pour illustrer cette mémoire très présente. Un pays comme la Grèce, orthodoxe, doit s'accommoder de trois appartenances. Géographiquement, la Grèce est au sud, en Méditerranée. Économiquement et politiquement, elle s'est tournée vers le nord, en rejoignant l'Union européenne depuis 1981. Mais culturellement, elle est tournée vers les Balkans, car la Grèce est de religion orthodoxe. Et même si l'on n'est pas croyant, être grec, cela veut dire être orthodoxe. La population a comme une sensation de dette vis-à-vis de l'Église. C'est elle qui a chassé le musulman dans cette longue guerre anti-ottomane qui fut à la fois guerre nationale et religieuse. En Grèce, il y a séparation de l'Église et de l'État, mais l'article 3 de la Constitution hellénique précise, je cite, que l'orthodoxie est la religion dominante dans le pays. D'ailleurs, la Grèce est le seul pays de l'Union européenne qui porte la mention de la religion sur la carte d'identité. Malgré les demandes répétées depuis plusieurs années de la Commission européenne, c'est seulement en 2000 qu'un projet de loi parlementaire prévoit le retrait de cette mention sur la carte d'identité. Or, le patriarche d'Athènes, Christodoulos, a lancé une véritable croisade contre, je le cite, « les nouvelles cartes d'identité du diable ». Alors l'identité grecque, c'est sûrement être orthodoxe. Deuxième exemple, l'affaire de la Macédoine. Lors de l'éclatement de la Yougoslavie en 1991, la République yougoslave de Macédoine veut devenir indépendante et s'appeler République de Macédoine. Ce que refuse la Grèce, estimant que le nom et le drapeau de la Macédoine font partie du patrimoine hellénique. Alexandre le Grand était macédonien. Eh bien, la réaction est politique, le gouvernement d'Athènes décidant un embargo sur la Macédoine voisine, mais plus étonnant, la réaction est aussi nationale et religieuse, les slogans étant accrochés aussi sur les frontons des églises et les popes venant aux côtés des dockers pour bloquer les navires macédoniens dans le port de Thessalonique. L'Église d'Athènes se sent elle aussi porteuse des symboles historiques et nationaux. Troisième exemple maintenant, c'est le plus sensible, quand il y a eu la guerre de Bosnie à partir de 1992, puis celle du Kosovo en 98-99, l'Église orthodoxe d'Athènes s'est sentie plutôt proche de Belgrade. Elle réagit lorsque d'autres orthodoxes sont menacés. Lorsque la région est en paix, on ne remarque pas les lieux de la solidarité religieuse, mais ils ressurgissent en période de crise, comme s'il y avait une convergence des intérêts, tant par les réactions individuelles que par les réactions politiques. Alors cette multi-appartenance en Grèce provoque un grand écart politique et culturel.
Eh bien, c'est ce qui s'est passé lorsque la Serbie s'est trouvée en guerre avec l'Union européenne et avec l'OTAN, deux alliances dont la Grèce est pourtant membre. Restons dans les Balkans et allons en Serbie, où là aussi l'orthodoxie est majoritaire. Cette appartenance à l'orthodoxie, tout comme l'histoire du pays, tout comme ses guerres, ont marqué l'inconscient collectif du peuple serbe. Inconscient collectif, cela veut dire des références à l'histoire religieuse. Lorsque la Russie a subi la domination mongole au XIIIe siècle, lorsque Constantinople est occupée par les Latins au XIIIe siècle, puis par les Ottomans au XIVe siècle, la Serbie était la seule incarnation libre de toute l'orthodoxie. Mais il y a aussi des références au territoire. Au XIVe siècle, l'empire serbe de Dušan avait unifié toute la péninsule balkanique dans un empire multinational, mais orthodoxe. Puis ce grand royaume de Serbie fut vaincu par les Ottomans lors de la défaite du Champ des Merles. C'était une bataille pour protéger les chrétiens face aux musulmans. Elle se déroulait au Kosovo en 1389. Eh bien, cette défaite fut évoquée lors de la guerre de 1999. Alors à chaque pays son histoire, mais celle des Serbes a fabriqué chez ce peuple la perception d'être encerclé en permanence. Autrefois au sud par les musulmans ottomans, ou encore en 1941 par la formation de la Grande Croatie catholique, dans le camp de l'Allemagne nazie et de ses alliés, et par l'Albanie et le Monténégro, envahis par l'Italie fasciste, et même la notion d'encerclement géographique, puisque la Serbie n'a pas d'accès direct à l'Adriatique. Alors, ce qu'on a appelé en Serbie au XIXe siècle le Načertanje, c'est-à-dire l'esquisse ou le grand projet, c'est une idée nationale, géopolitique, fondée à la fois sur le pan-serbisme, c'est-à-dire le regroupement des populations serbes autour de Belgrade, et sur le pan-slavisme, qui vise à regrouper tous les peuples slaves du sud en Yougoslavie sous l'autorité des Serbes, et enfin sur la pan-orthodoxie. Vous voyez, sans avoir une attitude mécaniste, toutes ces idées ont joué un rôle dans la guerre des Serbes en Yougoslavie depuis 1992. Et on comprend qu'il existe des éléments dépassant les nations, favorisant au sein des Balkans la formation d'un triangle orthodoxe, Moscou, Athènes, Belgrade. Un triangle opposé aux puissances islamiques, mais aussi aux puissances occidentales et catholiques. Cette idée de solidarité balkanique et orthodoxe n'est pas que théorique. L'embargo appliqué à la Serbie était contourné par l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce. Voilà, j'ai tenté brièvement de vous montrer comment l'histoire et le contemporain se rejoignent et se mêlent, mais ce ne sont pas pour autant des légitimations. L'histoire, et encore moins la géographie, ne légitiment rien. Simplement, l'impact des influences religieuses est insuffisamment pris en compte dans les analyses géopolitiques. Cette période post-1989 interroge bien des peuples sur leur identité. Le fait religieux aide parfois à repérer une identité qui a été longtemps étouffée, et cela semble particulièrement vrai pour les chrétiens orthodoxes. Le fonctionnement de l'orthodoxie est différent du catholicisme et du protestantisme. Ce sont des attitudes, des réflexes délicats à saisir pour nous qui vivons totalement cette séparation de l'Église et de l'État.